Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien. Bon, j'étais absente un petit moment, pendant un mois. J'ai été très malade par ma bronchite asthmatiforme, parce que je suis asthmatique, et j'ai fait des allergies par-dessus. Alors je tiens vraiment à vous lire la dernière partie de Victor Hugo. Et s'il n'en restait qu'un? Eh oui, je vous avais promis la dernière partie. Malheureusement, je suis tombée malade. Et là, je vais essayer de vous la lire. Vous m'avez manqué. Et bienvenue sur ma chaîne historique. J'espère que cette année, vous mettrez des j'aime et vous allez vous abonner. Maintenant, nous n'avons plus que ça pour avoir des contacts. Et quand ça ira mieux, je referai mes vidéoconférences, je ferai mes conférences et mes expositions. J'ai beaucoup de sujets, j'ai beaucoup de choses. C'est un secret. Alors, je vous tiens à vous souhaiter une bonne année 2021 à tous. Que vous ayez une très bonne santé. Et faites attention au Covid-19 et à son cousin. Et que vous ayez beaucoup de choses cette année. Que tout redémarre pour vous tous. Et que vous et votre famille soyez en bonne santé. Surtout la santé. Et faites attention à vous. Bon, nous allons commencer la dernière partie de Victor Hugo. 93. L'Himalaya et la Convention. Pour Hugo, on ne peut renier la Révolution, mais elle reste tragiquement contradictoire. En 1874, le roman 93 rend compte de sa grandeur et de son échec. Les Vendéens se trompent en se révoltant contre ce qui devait les affranchir. La Révolution est dégradée en terreur. La Convention est peut-être le point culminant de l'histoire. Du vivant de la Convention, car cela vit une assemblée, on se rendait pas compte de ce qu'elle était. Ce qui échappait aux contemporains, c'était précisément sa grandeur. On était très effrayé pour être ébloui. Tout ce qui est grand a une horreur sacrée. Admirer les médiocres et les collines, c'est aisé, mais ce qui est trop haut, un génie aussi bien qu'une montagne, une assemblée aussi bien qu'un chef-d'œuvre, vu de trop près, épouvante. Toute cime semble une exagération. Gravir fatigue. On s'essouffle aux escarpements, on glisse sur les pentes, on se blesse à des aspérités qui sont des beautés. Les torrents, en écumant, dénoncent les précipices, les nuages cachent les sommets. L'ascension terrifie autant la chute. De là plus d'effroi que d'admiration. On éprouve ce sentiment bizarre, l'aversion du grand. On voit les abîmes, on ne voit pas les sublimités, on voit le monstre, on ne voit pas le prodige. Ainsi fut d'abord jugée la Convention. La Convention fut toisée par les myopes. Elle, faite pour être contemplée par les aigles. Aujourd'hui, elle est en perspective et elle dessine sur le ciel profond, dans un lointain serein et tragique, l'immense profil de la Révolution française. L'art d'être grand-père. L'art d'être grand-père était victime d'une lecture bétifiante. L'autorité du poète patriarche célèbre l'avenir sous la forme de l'enfant et aussi le peuple, notamment celui des communards, et plaide pour le pardon et le respect des faibles.
Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir pour un crime quelconque et manquant au devoir. J'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture. Contraire aux lois, tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société, s'indignèrent, et Jeanne a dit d'une voix douce: je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus griffer par le minet. Mais on s'est récrié: cet enfant vous connaît? Elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible, à chaque instant. L'ordre est troublé par vous, le pouvoir se détend. Plus de règles, l'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête. Et j'ai dit: je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort, oui. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes. On vous y mettra. Jeanne alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, pleins de l'autorité des douces créatures. Eh bien, moi, je t'irai porter tes confitures. Hugo, dessinateur. Ah, vous connaissez ma barbouillage, qui ne sortent du reste pas trop présomptueusement de mon principal métier, car je les fabrique avec les deux bouts de mon même outil, c'est-à-dire dessinant avec le bec d'une plume d'oie et peignant avec ses poils de barbe, disait Hugo à Jules Laurens en 1855. Malgré les réserves exprimées par le poète sur ses dessins, et malgré sa volonté d'en limiter la diffusion réservée à son entourage, son œuvre graphique suscita assez tôt l'enthousiasme de certains critiques. Théophile Gautier. Au mouvement de la vente aux enchères des biens de Victor Hugo, en 1852, Théophile Gautier publie un article dans la presse, journal dans lequel il avait déjà, en 1838, vanté les dessins de Victor Hugo. Victor Hugo, s'il n'était pas poète, serait un peintre de premier ordre. Il excelle à mêler dans des fantaisies sombres et farouches les effets de clair-obscur de Goya à la terreur architecturale de Piranèse. Il sait, au milieu d'ombres menaçantes, ébaucher d'un rayon de lune ou d'un éclat de foudre les tours d'un burg démantelé et sur un rayon livide de soleil couchant, découper en noir la silhouette d'une ville lointaine avec sa série d'aiguilles, de clochers et de beffrois. Bien des décorateurs lui envièrent cette qualité étrange de créer des donjons, des vieilles rues, des châteaux, des églises en ruine, un style insolite, une architecture inconnue, pleine d'amour et de mystère, dont l'aspect vous oppresse comme un cauchemar. Charles Baudelaire. Dans le salon de 1859, s'attachant au paysage, Charles Baudelaire rendit hommage au dessin de Victor Hugo. En somme, je n'ai trouvé parmi les paysagistes que des talents sages ou petits, avec une très grande paresse d'imagination. Je n'ai pas vu chez eux, chez tous, du moins, le charme naturel, si simplement exprimé, des savanes et des prairies de Kathleen. Je parie qu'ils ne savent même pas ce que c'est que Kathleen, non plus que la beauté surnaturelle des paysages de Delacroix, non plus que la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor Hugo, comme le mystère dans le ciel. Je parle de ces dessins à l'encre de Chine, car il est trop évident qu'en poésie, notre poète est le roi des paysagistes.
L'album Chenet. En 1862, parut un album de dessins de Victor Hugo, gravé par Paul Chenet, son beau-frère, accompagné d'une lettre adressée par le poète à l'éditeur Castel et d'un texte de Théophile Gautier. Hauteville House, 5 octobre 1862. Le hasard a fait tomber sous vos yeux quelques espèces d'essais, de dessins faits par moi, à des heures de rêverie presque inconsciente, avec ce qui restait d'encre dans ma plume, sur des marges ou des couvertures de manuscrits. Ces choses, vous désirez les publier, et l'excellent graveur M. Paul Chenet s'offre à en faire les facsimiles. Vous me demandez mon consentement. Quel que soit le beau talent de M. Paul Chenet, je crains fort que ces traits de plume quelconque, jetés plus ou moins maladroitement sur le papier par un homme qui a autre chose à faire, ne cessent d'être des dessins, du moment qu'ils auront la prétention d'en être. J'avoue que je n'eusse jamais imaginé que mes dessins, comme vous voulez bien les appeler, pussent attirer l'attention d'un éditeur connaisseur tel que vous, et d'un artiste tel que Paul Chenet, que votre volonté s'accomplisse. Ils se tireront comme ils pourront du grand jour pour lequel ils n'étaient point faits. La critique a sur eux désormais un droit dont je tremble pour eux. Je les lui abandonne. Le public sera peut-être étonné de voir que derrière ce titre, où le nom de Victor Hugo se contourne en lettres capricieuses sur un fond d'orage et d'architecture, il ne se trouve ni chapitre, ni ode, ni prose, ni vers, et cependant c'est bien toujours le grand poète qui tient la plume. Seulement, cette voix ne trace pas ces mots colorés comme la lumière, vibrants comme le cristal, profonds comme l'infini, que retiennent toutes les mémoires, mais elle s'amuse, n'étant plus dirigée à griffonner sur les marges de l'idée qui rêve les vagues profils des souvenirs, les visions entrevues à travers les brouillards, les chimères de la fantaisie et les caprices fortuites de la main inconsciente. Que de fois, lorsqu'il nous était donné d'être admis presque tous les jours dans l'intimité de l'illustre écrivain, n'avons-nous pas suivi d'un œil émerveillé la transformation d'une tache d'encre ou de café sur une enveloppe de lettres, sur le premier bout du papier venu, en paysage, en château, en marine, d'une originalité étrange ou du choc des rayons et des ombres, naissait un effet inattendu, saisissant, mystérieux, et qui étonnait même les peintres de profession. Il est difficile de rêver quelque chose de plus opaque, sinistre que le burg, le ciel sombre comme une plaque de marbre noir et rayé de hachures diagonales, long filet de pluie poussé par la tempête à l'assaut de la ruine. Il ne reste plus au sommet du pic tour à pignon crénelé, celles-là même ont dû flotter la bannière de Job le maudit. Des arrachements de murs, des pans de remparts lézardés font encore reconnaître le contour de l'ancienne enceinte. Une porte s'ouvre lugubrement sur l'abîme, le long des escarpements du rocher dont la base se perd dans le tourbillon de la rafale. Des infractuosités difformes, des végétations hideuses semblent et des araignées gigantesques qui montent à ces décombres que les fantômes seuls habitent pour s'y tapir et y tisser leurs toiles démesurées. J'ai vu dessiner Victor Hugo. Dans un ouvrage intitulé chez Victor Hugo par un passant publié sans nom d'auteur en 1864, Charles Hugo décrit Hauteville House et évoque le poète dessinateur.
Une fois le papier, la plume et l'encrier apportés sur la table, Victor Hugo s'assied et sans esquisse préalable, sans parti pris apparent, le voilà qui dessine avec une sûreté de main extraordinaire, non pas l'ensemble, mais un détail quelconque de son paysage. Il commencera sa forêt par une branche d'arbre, sa ville par un pignon, son pignon par une girouette, et peu à peu la composition entière jaillira de la blancheur du papier avec la précision et la netteté d'un négatif photographique qu'on soumet à la préparation chimique destinée à faire apparaître l'image. Puis cela fait, le dessinateur demandera une tasse et terminera son paysage avec une averse de café noir. Le résultat est un dessin inattendu, puissant, souvent étrange, toujours personnel, qui fait rêver aux eaux fortes de Rembrandt et de Piranèse. Philippe Burti. Le critique Philippe Burti consacra en décembre 1862 un article à l'album Chenet et échangea à partir de cette date avec Victor Hugo une intense correspondance. Il se fit l'ardent défenseur des dessins du poète. Certes, j'accepterai avec empressement votre offre de m'envoyer une planche et je m'essaierai allègrement à l'eau forte. Je serai passionné pour cela. Vous et quelques connaisseurs, vous voulez bien ne pas jeter mes barbouillages au panier, cela me suffit. Et puis l'eau forte m'amuserait, m'attacherait, coquinerait. J'y passerai des jours et peut-être des nuits, et mon temps ne m'appartient pas. Je ne suis pas sur cette terre pour mon plaisir. Je suis une espèce de bête de somme attelée au devoir. Et voilà qu'à cette heure, le temps s'abrège pour moi, et je ne sais si je pourrai achever ce que j'ai à faire. Je suis bien heureux que les quelques lignes que j'avais écrites sur vos prestigieux dessins vous soient tombées sous les yeux et vous aient plu. Vous êtes si indulgents et si bons. Elles ont du reste été reproduites dans presque tous les journaux. Elles marquent une face peu connue du public de votre incessante activité. Ces dessins ne peuvent surprendre ceux qui ont étudié votre œuvre écorce, aubier et cœur, garnissant la plus surprenante mémoire picturale. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous ayez conquis une semblable facilité d'exécution. Vous avez deviné la peinture. La Tourgue en 1835. Victor Hugo possède un degré d'énergie, la faculté d'emprisonner dans un contour, d'évoquer par un jet de lumière, de noyer dans des ombres l'image des choses qui fait vivre son vers. Burg démantelé, soudé au pic, lever de lune qui donne aux arbres des silhouettes de fantômes, tempête qui assaille des barques, lac immobile, rivière serpentant dans de larges plaines, palais féeriques, citadelle fabuleuse, gorge aride, cathédrale élancée, lourds pignons sur rue, même les foules bariolées qui vont vers des buts inconnus et les êtres dont l'allure ou la physionomie rapidement entrevue ont une intensité exceptionnelle. Il a tout réduit avec une certitude étonnante. Camille Pelletan. Le journaliste Camille Pelletan, qui en 1869 avait collaboré au Rappel, évoque 93, publié en février 1874. La Tourgue et la vieille Bastille en ruine des Gauvins dans le roman.
Tout d'abord une description du château, la tourbe, qui dépasse tout. Avez-vous vu quelquefois des dessins de Victor Hugo? Ces rêves d'une terrible précision de ruines fantastiques, où les pierres déchiquetées semblent vivre. Nous y pensions lisant ces admirables pages où les mots arrivent à la netteté de la peinture. La lecture finie, on connaît le château, comme si on l'avait, je ne dis pas vu, mais habité. Y jeter l'encre au hasard. En 1902, centenaire de la naissance du poète, c'est avec tendresse et émotion que Georges Hugo évoquait ses souvenirs, ses impressions d'enfant, dans un petit ouvrage intitulé « Mon grand-père ». Je le vis à cette époque dessiner quelquefois. Ce n'était que de petits croquis rapides, paysages, caricatures, profil d'un seul trait, qui faisaient sur un bout de papier quelconque. Y jeter l'encre au hasard en écrasant la plume d'oie qui grinçait et crachait en fusée. Puis il pétrissait, pour ainsi dire, la tache noire qui devenait burg, forêt, lac, profond ou ciel d'orage. Il mouillait délicatement de ses lèvres la barbe de la plume et en crevait un nuage, d'où tombait la pluie sur le dessin humide. Ou bien, il en indiquait précisément les brumes qui estompent l'horizon. Il finissait alors avec une allumette de bois et dessinait de délicats détails d'architecture, fleurissant des ogives, donnant une grimace à mi-gargouille, mettant la ruine sur un tour et l'allumette entre ses doigts devenait burin. Hugo politique. La misère, la peine de mort, le suffrage universel, l'Europe, sujet encore brûlant d'actualité, sur lequel Hugo s'exprima. Les comptes rendus du Moniteur, journal officiel de l'époque, donnent une idée de la puissance de l'orateur et des remous qui accueillaient les discours qu'il prononçait à la tribune. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créée artificiellement en pleine civilisation des enfers, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être utiles. Ainsi Victor Hugo soulignait-il l'importance politique des Misérables dans une note liminaire rédigée à la Haute-Villa House. Assemblée législative, discours sur la misère, 9 juillet 1849. Appuyant la proposition d'Armand de Melun visant à constituer un comité destiné à préparer les lois relatives à la prévoyance et à l'assistance publique, Victor Hugo termina ainsi son discours qui marque une étape importante de son parcours. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Nouveau murmure à droite. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Très bien, très bien. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je n'y dis pas en Irlande, je n'y dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris,
que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lui, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures humaines s'enfouissent, toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus ses professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim à la lettre, et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de nos faucons. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je me sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Vous n'avez rien fait? J'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Très bien, très bien, très bien. Vive l'humanité adhésion. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Bravo à gauche. Vous n'avez rien fait tant qu'il y aura au-dessus de vous une partie du peuple qui est désespérée. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain, tant que ceux qui sont vieux qui ne peuvent plus travailler sont sans asile, tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Vous n'avez rien fait, tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Vous le voyez, messieurs, je le répète en terminant, c'est pas seulement à votre générosité que je m'adresse, c'est à votre sagesse, et je vous conjure d'y réfléchir. Messieurs, songez-y, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui les creuse. C'est vrai. Vous avez fait des lois contre l'anarchie, faites maintenant des lois contre la misère. Je hais le meurtre jusqu'à vous empêcher de devenir meurtrier. Victor Hugo et la peine de mort. Toute sa vie, Victor Hugo affirma son opposition à la peine de mort et défendit l'inviolabilité de la vie humaine. Anne d'Islande, dès 1823, le dernier jour d'un condamné, Claude Gueux, de nombreuses interventions publiques et des appels pour obtenir la grâce de certains condamnés, comme Armand Barbès, Tapner, John Brown, jalonnent ce combat qui va de pair avec la lutte contre l'ignorance et la misère. La parole de Victor Hugo eut un écho dans plusieurs pays d'Europe.
Anne d'Islande, la curiosité du vivant devant le condamné. Il y a au fond des hommes un sentiment étrange qui les pousse, ainsi qu'à des plaisirs au spectacle des supplices. Ils cherchent avec un horrible empressement à saisir la pensée de la destruction sur les traits décomposés de celui qui va mourir, comme si quelque révélation du ciel ou de l'enfer devait apparaître en ce moment solennel dans les yeux du misérable, comme pour voir quelle ombre jette l'aile de la mort planant sur une tête humaine, comme pour examiner ce qui reste d'un homme quand l'espérance l'a quitté. Cet être plein de force et de santé, qui se meut, qui respire, qui vit, et qui dans un moment cessera de se mouvoir, de respirer, de vivre, environnant d'être pareil à lui, auquel il n'a rien fait, qui le plaignent tous, et dont nul ne secourra, ce malheureux mourant, sans être moribond, courbé à la fois, sous une puissance matérielle et sous un pouvoir invisible, cette vie que la société n'a pu donner, et qu'elle prend avec appareil, toute cette cérémonie imposante du meurtre judiciaire, ébranle vivement les imaginations. Condamner tous à mort avec des sursis indéfinis, c'est pour nous un objet de curiosité étrange et douloureuse que l'infortuné qui sait précisément à quelle heure son sursis doit être levé. Le dernier jour du condamné. Publié en 1829, le dernier jour d'un condamné évoque, bien avant les Misérables, la question du bagne et la condition des forçats. Quelque temps auparavant, Victor Hugo avait assisté au ferment des forçats et au départ de la chaîne à Bicêtre. En mars 1832, il contempla cet ouvrage par une préface où il exposait ses idées sur la peine de mort et demandait une réforme de la pénalité. L'auteur déclare donc, ou plutôt il avoue hautement, que le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l'abolition de la peine de mort, y écrit-il. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord parce qu'il est important de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agit que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison? Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Pas de bourreau où le geôlier suffit. Mais reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse. Ni l'un ni l'autre. Se venger de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Transformer de cette façon la formule des criminalistes, nous la comprenons et nous y adhérons. Reste le troisième et dernière raison. La théorie de l'exemple. Il faut faire des exemples. Il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels, ceux qui seraient tentés de les imiter. Voilà bien à peu près textuellement la phrase éternelle dans tous les réquisitoires des 500 parquets de France ne sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu. Les preuves abondent et encombreraient notre raisonnement
si nous voulions en citer. Extrait du dernier jour du condamné. Je me suis dit, puisque j'ai les moyens d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement, occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être dit écrit? Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il plus en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse, plus ensanglantée, à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Et puis ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au bout, où il me sera physiquement impossible de continuer cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations. Ne porte-t-elle à point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, cette progression toujours croissante de douleur, cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Aux habitants de Guernesey, janvier 1854. Échafaud, qu'est-ce que vous nous voulez? Ô machine monstrueuse de la mort, hideuse charpente du néant, apparition du passé, toi qui tiens à deux bras ton couperet triangulaire, toi qui secoues un squelette au bout d'une corde, de quel droit reparaissez-vous, en plein midi, en plein soleil, en plein 19e siècle, en pleine vie? Vous êtes des spectres. Vous êtes les choses de la nuit. Entrez dans la nuit. Est-ce que les ténèbres offrent leur service à la lumière? Allez-vous-en pour civiliser l'homme, pour corriger le coupable, pour éliminer la conscience, pour faire germer le repentir dans les insomnies du crime. Nous avons mieux que vous. Nous avons la pensée, l'enseignement, l'éducation patiente, l'exemple religieux, la clarté en haut, l'épreuve en bas, l'austérité, le travail, la clémence. Genève et la peine de mort. Le 17 novembre 1862, alors que les Genevois revisaient leur constitution et débattaient du maintien de la peine de mort, Victor Hugo leur adressa une lettre. Quand donc au moment peine substituerait-on le mot enseignement? Quand donc comprendra-t-on qu'un coupable est un ignorant? Talion, œil pour œil, dent pour dent, mal pour mal, voilà à peu près tout notre code. Quand donc la vengeance renoncera-t-elle à ce vieil effort qu'elle fait de nous donner le change en s'appelant vindicte? Inébranlable, point d'appui, qui suffirait un Archimède politique pour soulever le monde, le suffrage universel.
Le 21 mai 1850, à l'Assemblée législative, Victor Hugo défendit vigoureusement le suffrage universel contre un projet de loi voté le 31 mai, qui multipliait les cas d'exclusion des listes électorales et imposait, pour être électeur, de résider 3 ans au même endroit. Cette nouvelle loi réduisait le nombre des électeurs de près de 3 millions. Messieurs, le grand acte, tous ensemble politiques et chrétiens, par lequel la révolution de février fit pénétrer son principe jusque dans la racine même de l'ordre social, fut l'établissement du suffrage universel. Fait capital, fait immense, événement considérable qui introduisit dans l'État un élément nouveau, irrévocable, définitif. Remarquez-en, messieurs, toute la portée. Certes, ce fut une grande chose de reconnaître le droit de tous de composer autorité universelle de la somme des libertés individuelles, de dissoudre ce qui restait des castes dans l'unité auguste d'une souveraineté commune, d'emplir du même peuple tous les compartiments du vieux monde social. Certes, cela fut grand, mais, messieurs, c'est surtout dans son action sur les classes qualifiées jusqu'alors classe inférieure qu'éclate la beauté du suffrage universel. Rire ironique à droite. Ah ah ah. Le côté merveilleux, je le répète, le côté profond, efficace, politique du suffrage universel, ce fut d'aller chercher dans les régions douloureuses de la société, dans les bas-fonds, comme vous dites, l'être courbé sous le poids des négations sociales, l'être froissé qui jusqu'alors n'avait eu d'autre espoir que la révolte, et de lui apporter l'espérance sous une autre forme, et de lui dire « Vote, ne te bats plus ». Ce fut de rendre sa part de souveraineté à celui qui jusqu'à-là n'avait eu que sa part de souffrance. Voyez, messieurs, comme ce qui est profondément juste est toujours en même temps profondément politique. Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. Tout ce qui grandit, l'homme l'apaise. Puis, pour ceux qui seraient tentés d'être récalcitrants, il dit « Avez-vous voté ?» « Oui. » « Vous avez épuisé votre droit, tout est dit. Car le vote a parlé, la souveraineté a prononcé. Il n'appartient pas à une fraction de défaire, ni de refaire l'œuvre collective. Vous êtes citoyens, vous êtes libres. Vos heures viendra, sachez l'attendre. Voilà les conseils que donne aux classes souffrantes le suffrage universel. Oui, oui, oui. Ah, ah, ah. Quel accroissement de dignité pour l'individu et par conséquent de moralité. Quelle satisfaction et par conséquent quel apaisement. Regardez l'ouvrier qui va au scrutin. Il y entre avec le front triste du prolétaire accablé. Il en sort avec le regard d'un souverain. Or, qu'est-ce que tout cela, messieurs? C'est la fin de la violence, c'est la fin de la force brutale, c'est la fin de l'émeute, c'est la fin du fait matériel, et c'est le commencement du fait moral. Mouvement. C'est là le moment que vous choisissez pour tout remettre en question. Et ce traité signé, vous le déchirez. C'est précisément cet homme, le dernier sur l'échelle de vie, qui maintient, espérer remonter peu à peu et tranquillement. C'est ce pauvre, c'est ce malheureux, naguère redouté, maintenant réconcilié, apaisé, confiant, fraternel. C'est lui que votre loi va chercher. Pourquoi? Pour faire une chose insensée, indigne, odieuse, anarchique.
abominable, pour lui reprendre son droit de suffrage, pour l'arracher aux idées de paix, de conciliation, d'espérance, de justice, de concorde, et par conséquent pour le rendre aux idées de violence. Mais quel homme de désordre êtes-vous donc? Quoi? Le port est trouvé, et c'est vous qui recommencez les aventures. Quoi? Le pacte était conclu, et c'est vous qui le violez. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce qu'il n'y a plus au peuple, après avoir nommé qui vous vouliez, ce que vous avez trouvé fort bon, de nommer qui vous ne vouliez pas, ce que vous trouvez mauvais. C'est parce qu'il a jugé digne de son choix des hommes que vous jugiez digne de vos insultes. C'est parce qu'il est présumable qu'il a l'hardiesse de changer d'avis sur votre compte depuis que vous êtes le pouvoir et qui peut comparer les actes au programme et ce qu'on avait promis avec ce qu'on a tenu. C'est cela. C'est parce qu'il est probable qu'il ne trouve pas votre gouvernement complètement sublime. Très bien. C'est parce qu'il semble se permettre de ne pas vous admirer comme il convient. Très bien, très bien. C'est parce qu'il ose user de son vote à sa fantaisie, ce peuple. Parce qu'il paraît avoir cette audace inouïe de s'imaginer qu'il est libre et que selon toute apparence, il lui passe par la tête cette autre idée étrange qu'il est souverain. Très bien, très bien. C'est enfin parce qu'il a l'insolence de vous donner un avis sous cette forme pacifique du scrutin et de ne pas se prosterner purement, simplement à vos pieds. Alors vous vous indignez, vous vous mettez en colère, vous déclarez la société en danger, vous vous écriez, nous allons le châtier, peuple, nous allons te punir, peuple, tu vas avoir affaire à nous, peuple. Et comme ce maniaque de l'histoire, vous battez de verge l'océan. Après avoir examiné les détails du projet de loi, Victor Hugo reprend. Messieurs, cette loi viole ceci, résume tout ce qui est intérieur, supérieur à la Constitution, la souveraineté de la nation. Messieurs, cette loi est invalide, cette loi est nulle, cette loi est morte, même avant d'être née. Et savez-vous ce qui la tue? C'est qu'elle ment. C'est qu'elle est hypocrite dans le pays de la franchise. C'est qu'elle est déloyale dans le pays de l'honnêteté. C'est qu'elle n'est pas juste. C'est qu'elle n'est pas vraie. C'est qu'elle cherche en vain à créer une fausse justice et une fausse vérité sociale. Il n'y a pas de justice et de vérité. Il n'y a qu'une justice, celle qui sort de la conscience. Il n'y a qu'une vérité, celle qui vient de Dieu. Hommes qui nous gouvernez, savez-vous ce qui tue votre loi? C'est qu'au moment où elle vient furtivement dérober le bulletin, voler la souveraineté dans la poche du faible et du pauvre, elle rencontre le regard sévère, le regard terrible de la probité nationale, lumière foudroyante sur lequel vos œuvres de ténèbres s'évanouissent. Je vous le dis, vous perdez vos peines, vous ne les déracinerez pas, vous ne les branlerez pas, vous arracherez plutôt l'écueil du fond de la mer que le droit du cœur du peuple. Je vote contre le projet de loi. La séance est suspendue au milieu d'une exprimable agitation. Pour les États-Unis d'Europe, en août 1849, Victor Hugo présida le Congrès international de la paix, réuni à Paris, le 21 août. Dans le discours d'ouverture, il s'exprima en faveur de la paix universelle, évoqua pour la première fois les États-Unis d'Europe.
Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et vos glorieuses dualités, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que ça a pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leur art, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et combinant ensemble, pour en tirant le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Congrès de la paix à Paris, discours d'ouverture du 21 août 1849. Pour la Serbie, Victor Hugo écrivit un manifeste pour la Serbie en août 1876, lors de la crise survenue dans les Balkans. Les Serbes de la Bosnie et les Bulgares se soulevèrent contre l'Empire ottoman. La répression fut sévère. Il devint nécessaire d'appeler l'attention des gouvernements européens sur un fait tellement petit, à ce qui paraît, que les gouvernements semblent ne point l'apercevoir. Ce fait, le voici. On assassine un peuple. Où? En Europe. Cela fait, a-t-il des témoins? Un témoin. Le monde entier. Les gouvernements le voient-ils? Non. Nous allons étonner les gouvernements européens, alors apprenant une chose, c'est que les crimes sont des crimes, ce qui n'est pas plus permis à un gouvernement qu'à un individu d'être un assassin, c'est que l'Europe est solidaire, c'est que tout ce qui est fait en Europe est fait par l'Europe, c'est que s'il existe un gouvernement bête fauve, il doit être traité en bête fauve. C'est qu'à l'heure qu'il est, tout près de nous, là, sous nos yeux, on massacre, on incendie, on pille, on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les petites filles et les petits garçons. C'est que les enfants trop petits pour être vendus, on les fend en deux d'un coup de sabre. C'est qu'on brûle les familles dans les maisons. C'est que telle ville, Balak, par exemple, est réduite en quelques heures de 9000 habitants à 1300. C'est que les cimetières sont encombrés de plus de cadavres qu'on peut enterrer, de sorte qu'aux vivants qui leur ont envoyé le carnage, les morts envoient la peste, ce qui est bien fait. Nous apprenons au gouvernement d'Europe ceci, c'est qu'on ouvre les femmes grosses pour leur tuer leurs enfants dans les entrailles. C'est ce qu'il y a dans les places publiques, des tas de squelettes de femmes et à la trace de l'éventrement.
c'est que les chiens rongent dans les rues le crâne des jeunes filles violées. C'est que tout cela est horrible, c'est qu'il suffirait d'un geste des gouvernements d'Europe pour l'empêcher, et que les sauvages qui commettent ces forfaits sont effrayants, et que c'est les civilités qui les laissent commettre sont épouvantables. Nommons les choses par le nom. Tuer un homme au coin d'un bois qu'on appelle la forêt de Bondy ou la forêt noire est un crime. Tuer un peuple au coin de cet autre bois qu'on appelle la diplomatie est un crime aussi. Plus grand, voilà tout. Où s'arrêtera-t-on? Quand finira le martyre de cette héroïque petite nation? Remplaçons les questions politiques par la question humaine. Tout l'avenir est là. Disons-le, quoi qu'on fasse, l'avenir sera tout le sert, même les crimes, serviteurs incroyables. Ce qui se passe en Serbie démontre la nécessité des États-Unis d'Europe. Qu'au gouvernement des unis succèdent les peuples unis. Finissons-en avec les pires meurtriers. Muselons les fanatismes et despotismes. Brisons les glaives vallées des superstitions et les dogmes qui ont le sabre au poing. Plus de guerre, plus de massacres, plus de carnage. Libre pensée, libre échange, fraternité. Est-ce donc si difficile, la paix? La République d'Europe, la Fédération continentale. Il n'y a pas d'autre réalité politique que celle-là. Les raisonnements le constatent, et les événements aussi. Sur cette réalité qui est une nécessité, tous les philosophes sont d'accord. Aujourd'hui, les bourreaux joignent leur démonstration à la démonstration des philosophes, à sa façon. Et précisément parce qu'elle est horrible, la sauvagerie témoigne par la civilisation. Le progrès est signé. Ahmed Pacha. Ce que les atrocités de Serbie mettent hors de doute, c'est qu'il faut à l'Europe une nationalité européenne, un gouvernement, un immense arbitrage fraternel, la démocratie en paix avec elle-même. Toutes les nations sœurs ayant pour cité pour chef-lieu Paris, c'est-à-dire la liberté, ayant pour capitale la lumière. En un mot, les États-Unis d'Europe, c'est là le but, c'est là le port. Paris, 21 août 1876. Victor et Juliette. Quels que soient les éclipses, les coups de vent, quels que soient les nuages qui passent sur cette mer d'amour qui est à moi, tu en es bien le fond, écrivait Hugo à Juliette Drouet, 31 décembre 1854. Un parcours tumultueux se dessine à la lecture de la correspondance échangée durant 50 ans entre les amants. Juliette, qui partagera toutes les années d'exil, sut conserver jusqu'à sa mort une place déterminante dans la vie de celui qu'elle appelait mon Toto adoré, mon Toto bien-aimé. De Victor à Juliette. Sa liaison avec Juliette Drouet commença le 16 février 1833, inspirant à Victor Hugo de nombreux poèmes, et trouva également un écho dans Les Misérables, où la nuit du 16 au 17 février 1833 est la nuit de noces de Marius et Cosette. Quelques centaines de lettres adressées par Hugo à Juliette sont connues. Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés, au jour, dis-toi, si dans ton cœur ma mémoire s'est fixée, le monde a sa pensée, moi j'avais son amour. Octobre 1933. Je veux
qu'on sache que je t'ai aimé. Tu as brûlé mes lettres, ma Juliette, mais tu n'as pas détruit mon amour. Il est entier et vivant dans mon cœur, comme le premier jour. Ces lettres, quand tu les as détruites, je sais tout ce qu'il y avait de douloureux, de générosité et d'amour dans ton âme. C'était tout mon cœur, c'était tout ce que j'avais écrit, de plus vrai et de plus profond senti. C'était mes entrailles, c'était mon sang, c'était ma vie et ma pensée. Pendant 6 mois, c'était la trace de toi dans moi, le passage, le sillon, creusé bien avant de ton existence dans la mienne, sur un mot de moi que tu as mal interprété et qui n'y a jamais eu le sens injuste que tu lui prêtais. Tu as détruit tout cela, j'en ai plus d'une fois amèrement gémi, mais je n'ai jamais accusé de l'avoir fait. Ma belle âme, mon ange, ma pauvre chère Juliette, je te comprends, je t'aime. Je ne veux pas pourtant que cette trace de ta vie dans la mienne soit toujours effacée. Je veux qu'elle reste, je veux qu'on la retrouve un jour, quand nous ne sommes plus que cendres tous les deux, quand cette révélation ne pourra plus briser le cœur de personne. Je veux qu'on sache que je t'ai aimé, que je t'ai estimé, que j'ai baisé tes pieds, que j'ai eu le cœur plein de culte et d'adoration pour toi. C'est que depuis 8 mois que mes yeux pénètrent à chaque instant jusqu'au fond de ton âme. Je n'y ai encore rien surpris, rien de ce que tu penses, rien de ce que tu sens qui fut indigne de toi et de moi. J'ai déploré plus d'une fois la fatalité de ta vie, ma pauvre ange méconnue. Et je te le dis dans la joie de mon cœur, si jamais âme a été noble, pure, grande, généreuse, c'est la tienne. Si jamais cœur a été bon, simple, dévoué, c'est le tien. Si jamais amour a été complet, profond, tendre, brûlant, inépuisable, infini, c'est le mien. Je baise ta belle âme sur ton beau front, Victor. Quand mon cœur et ma vie à ton souffle résonnent, comme un tremblant clavier qui veille voir tout moment, quand tes doigts se posant sur mes doigts qui frissonnent, font chanter dans mon cœur un céleste instrument. Au bord de mer. Le 21 mai 1844. Tu mérites le ciel. Quand veux-tu que je t'écrive? Que veux-tu que je te dise? Je suis pleine de toi depuis plus de 11 ans. N'as-tu pas mon souffle, mon sang, ma vie? Que puis-je t'apprendre que tu ne saches? N'es-tu pas au commencement et à la fin de tous mes pensées? Oh, ma bien-aimée, il me semble que tu es devenue moi-même, et que quand je te parle, je parle à mon âme. Lis donc ce qui est en moi, et vois comme je t'aime. Tu as été longtemps ma joie, maintenant tu es ma consolation. Ton regard est si charmant, ton sourire est si ineffaçable et si doux. Tu répands autour de toi un tel rayonnement de grâce, de dévouement et d'amour que j'oublie mon deuil et que je sors de ma nuit en te regardant. Tout frappé, tout brisé que je suis, me semble, quand je suis près de toi, qu'il peut encore entrer un peu de lumière dans mes yeux et un peu de bonheur dans mon âme. Je t'aime, mon pauvre ange. Tu as tous les trésors qu'une femme peut avoir dans le cœur et dans l'esprit. Tu es riche, va. Tu t'es élevé par le plus noble amour à la plus haute vertu. Toi qui m'as ôté tant de jours de deuil, toi qui m'as fait tant de jours de fête, et un jour de fête aujourd'hui, sois heureuse
tu es bénie. Sois heureuse comme tu es bonne. Sois heureuse comme tu es aimée. Écarte de ton beau front et de ton grand cœur les petits chagrins du moment. Les ombres, les nuages qui passent, tu mérites le ciel. Je voudrais que Dieu te le donne sans t'ôter à moi. Qui te fiange en te laissant femme. Je t'aime. 31 décembre 1851. 8 heures du soir. Mon doux ange bien-aimé. Lors des journées du coup d'État du 2 décembre, Juliette Drouet avait fait preuve d'une grande abnégation. Mon doux ange bien-aimé, voici l'année qui finit, année de douleur, année de lutte, année d'épreuve, l'année qui commence sera l'année d'espérance, de joie et d'amour. N'en doute pas, car c'est tout mon cœur qui te le dit. Je suis proscrit, banni, exilé, séparé des miens, pauvre, errant, frappé dans ma vie matérielle et publique, frappé dans ma famille, frappé au cœur, et pourtant quand je me tourne vers toi, il me semble que je vois le bon Dieu qui sourit. Tu as été admirable, ma Juliette, dans ces sombres et rudes journées. Si j'avais eu besoin de courage, tu m'en aurais donné, mais j'avais besoin d'amour, et sois béni, tu m'en as apporté. Ce soir, au moment où tu liras ceci, l'année nouvelle sera commencée. Je veux qu'elle commence pour toi par un doux rêve. Oh, si j'étais à côté de toi, elle commencerait par une douce réalité, du moment puisque la nuit nous sépare. Rêve tous les baisers que je te donnerai. Emplis ton grand et généreux cœur de toutes les pensées douces que le mien y verse. Sois heureuse en te souvenant que tu as été une bonne, brave, généreuse et admirable femme, que si je vis, c'est par toi, que si je suis heureux, même ici, c'est par toi, que tu t'es dévouée pour moi et que je baisse tes pieds et que je t'aime. Ce soir, en priant Dieu, pense à nos deux anges qui sont là-haut. Bruxelles, 21 mai 1852. C'est aujourd'hui un beau jour dans une sombre année. Le début de l'année 1852, premier mois de l'exil, fut particulièrement sombre. Chère douange, c'est ta fête, c'est la mienne. Il n'y a pas d'exil là où tu me souris. Ce matin, je m'éveille, la pensée pleine de toi. Je regarde le ciel, il y a des nuages. Je regarde mon cœur, il n'y en a pas. Que fais-tu en ce moment? Tu penses à moi de ton côté? Tu me désires, n'est-ce pas? Tu m'attends. Tu te tournes vers moi comme je me tourne vers toi. Oh, mon pauvre ange, on peut avoir le malheur au dehors de soi et le bonheur dedans. Pourvu qu'on s'aime, tout est là. Vois, ce mois est triste pour un mois de mai. Le ciel est triste pour un ciel d'été. Il n'y a pas de soleil. Il va pleuvoir. Nous sommes hors de France. Je suis proscrit, ruiné, dépouillé, banni, vaincu. Tout cela n'est rien tant que tu es là, tant que tu m'aimes. Le ciel est bleu en moi. Toutes les fleurs qui ne sont pas sous mes yeux, je les ai dans l'esprit. Et j'ai plein les pauvres exilés, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas ou qu'on n'aime pas. Pendant que je t'écris, je vois un homme qui montre une pierre au bout d'une corde, au haut de Bellefroid de l'hôtel de ville, où un sculpteur l'attend pour la sculpter. Ceci est l'image de la vie. Nous montons à la sueur de notre front, notre nom au sommet d'un édifice mystérieux, où la postérité, ce sculpteur inconnu,
le prendra, lui donnera sa forme définitive. Nous montons cette pierre qui est notre mémoire, l'avenir la sculpte. Eh bien, c'est là un labeur rude, plus rude pour moi peut-être que pour bien d'autres. Et je le dis, je n'aurais pas eu la force de le poursuivre sans cesse, sans relâche, ardemment, nuit et jour, sans trêve, comme j'ai fait si j'avais pas eu en moi cette grande force, l'amour, ton amour, mon pauvre ange adoré. C'est aujourd'hui un beau jour dans une sombre année. Je t'envoie tout ce que j'ai de plus doux dans l'âme, et mille baisers. À ce soir, doux ange, à tout à l'heure, à toujours. Hauteville House, 31 décembre 1864. Vivre avec toi, mourir avec toi. Ma douce bien-aimée, que Dieu réunisse en seul total les années qui nous restent à tous les deux, et qu'il en fasse de part égale, l'une pour toi, l'autre pour moi. Je lui demande de finir à la même minute que toi. J'ai commis des fautes comme tous les hommes. Je demande à Dieu ce pardon de mourir en même temps que toi. L'ange de mon âme, vivre avec toi, mourir avec toi, revivre avec toi, être à jamais utile et aimé, utile ou bien aimé par toi. Que nous soyons jamais séparés, un jour dans cette vie, ni un instant dans l'éternité. C'est là mon vœu. La nuit, quand je me réveille, je m'adresse à ma fille morte et à ta fille morte, qui sont là, je le crois, toutes deux vivantes de la grande vie, et je leur dis de prier avec moi cette prière. Ô Dieu, ne nous séparez pas. Il me semble que je sens leurs douces ombres au-dessus de nous. Je te bénis, ma bien-aimée. L'année qui finit a clos la seconde moitié de ma vie. Chaque moitié de 31 ans. La première moitié passée à t'attendre. La seconde passée à t'aimer. Ce qui me reste à vivre maintenant va s'ajouter à cette seconde moitié et n'en sera pas distinct. Tout en moi étant plein du même amour. Aime-moi. Je t'envoie mon âme. Tu es un admirable être adoré. 11 avril 1883. Entrer dans l'éternité avec toi. Juliette mourut le 11 mai 1883. Le 11 avril, Victor lui avait écrit une dernière lettre. 11 avril. C'est ton anniversaire, jour heureux, car tu es né. Jour triste, car tu es souffrante. Mais je suis tranquille, car je demande à Dieu de me prendre en même temps que toi. J'espère en Dieu. Je t'aime. Entrer dans l'éternité avec toi, c'est là mon espoir. Si Dieu le veut, et il le voudra, c'est là mon bonheur, que je puisse de la vie future voir dans celle-ci mes petits-enfants, les conseiller, les aider. Je serai bien reconnaissant à Dieu. Je t'aime, je t'adore, tu es ma vie, ma bien-aimée, rétablis-toi et aime-moi. Les lettres de Juliette. Née en 1806, Juliette Drouet, de son vrai nom Juliette Gauvin, avait été élevée par un oncle, René Louis Drouet. Mademoiselle Juliette, dont l'éclatante beauté frappa Théophile Gautier, connut au théâtre une certaine célébrité, interprétant de nombreux rôles au théâtre du Vaudeville, à la Porte Saint-Martin et à l'Odéon. Sa rencontre avec Victor Hugo en 1833 bouleversa son existence, se tenant toujours dans l'ombre, jusqu'à mener une ville de recluse. Elle lui porta jusqu'à sa mort en 1883 un indéfectible attachement et lui voua un véritable culte dont témoignent les quelques 18 000 lettres
qu'elle lui adressa. Elle s'y révéla une grande épistolière. Samedi soir, 13 août 1833. Une tristesse et un découragement affreux. Le 13 août 1833, Juliette dit sa tristesse après avoir visité pour la première fois l'appartement de la place Royale. Pendant que vous errez, mon cher aimé, moi je pense à vous avec amour. J'ai bien un fond d'amertume, mais je ne laisserai pas arriver jusqu'à mes lèvres, et je tâcherai que toutes les paroles que je vous dirai soient douces et bonnes comme vous les aimez. Savez-vous que vous êtes bien? Charmant de m'avoir ouvert les portes de chez vous. C'était plus que de la curiosité satisfaite pour moi, et je vous remercie de m'avoir fait connaître l'endroit où vous vivez, où vous vous aimez et où vous pensez. Mais pour être sincère avec vous, mon cher adoré, je vous dirai que j'ai rapporté de cette visite une tristesse et un découragement affreux. Je sens plus qu'avant combien je suis séparée de vous et à quel point je vous suis étrangère. Ce n'est pas de votre faute, mon pauvre bien-aimé. Ce n'est pas de la mienne non plus. Mais c'est comme cela. Il ne serait pas censé que je vous attribue dans mon malheur plus de part que vous n'y avez. Mais je puis sans cela, mon cher bien-aimé, vous dire que je me trouve la plus misérable des femmes. 6 avril 1850. Samedi matin, plus je vois ce que c'est que la vie politique. Le 5 avril 1850, Victor Hugo prononça à l'Assemblée législative un discours sur la déportation. Bonjour mon tout adoré, bonjour mon pauvre sublime bien-aimé, bonjour. Comment vas-tu? Ta nuit a-t-elle été meilleure que les autres? La fatigue et l'agitation ne t'ont-elles pas empêché de dormir? Quand je pense à l'admirable discours, si religieux, si noble, si dévoué, et si conciliant que tu as prononcé hier, au risque de ta santé, quand je pense aux stupides fureurs qu'il a provoquées et aux ineptes et violentes interruptions qu'il a excitées, je n'ai pas assez de haine, de mépris, de dégoût pour la vie politique. Je trouve révoltant qu'un homme comme toi puisse en but à toutes les turpitudes des partis. Je trouve odieux, abominable et infâme que des misérables sans talent, sans esprit, sans cœur, osent lutter avec toi et soient écoutés avec attention là où tu es couvert d'imprécations de toutes sortes. Vraiment, mon pauvre adoré, plus je vois ce que c'est que la vie politique, plus je regrette le temps où tu n'étais que le poète Victor Hugo, mon sublime bien-aimé, mon amant rayonnant et divin. Si j'avais la puissance de la changer, je t'assure que je n'hésiterai pas, car je devrais te priver à tout jamais de tes droits de citoyen. Malheureusement, je n'ai plus rien que détester cordialement tout ce qui fait obstacle à l'œuvre de courage, de dévouement et de miséricorde que tu as entrepris. Te plaindre, te bénir, t'admirer, t'aimer de toute mon âme. Jersey, 14 septembre 1853. Mercredi après-midi, se passe-t-on quelque chose de dangereux pour la raison. Les tables parlantes que Delphine de Girardin venait d'introduire à Marine Terrasse inspiraient à Juliette une méfiance profonde. Quel que soit mon peu de sympathie, d'affinité avec les esprits, pour peu que ton commerce avec l'autre monde continue, je serai forcée de me joindre à eux pour avoir la chance de te voir quelquefois.
Ce n'est pas du reste une pensée qui me répugne ou qui m'afflige. Cette vie n'est pas tellement attrayante pour moi qu'il faille me solliciter beaucoup pour en sortir. En cela, comme en toute chose, il n'y a que le premier pas qui coûte. Laisse-moi faire le premier pas, et tu verras avec quelle simplicité j'achèverai le reste de ma route. Quant à vos diableries, j'y vois pour l'avenir plus d'inconvénients que de plaisirs, quelles que soient d'ailleurs vos convictions personnelles et collectives. Je m'explique mal, mais je sens que ce passe-temps a quelque chose de dangereux pour la raison. S'il est sérieux, comme je n'en doute pas de ta part, et d'impie pour peu qu'il s'y mêle la moindre supercherie. Quant à moi, je ne vais pas me livrer à cette curiosité téméraire. J'ai d'ailleurs assez d'autres tablatures ici-bas, ça en l'est en chercher parmi les spectres. Adèle Hugo et Juliette Drouet, le 22 décembre 1864. En décembre 1864, Juliette décline l'invitation de Madame Hugo de fêter Noël à Hauteville House avec les enfants pauvres. Nous célébrons Noël aujourd'hui, madame. Noël, la fête des enfants, et par conséquent des nôtres. Vous serez bien gracieuse de venir assister à cette petite solennité, la fête aussi de votre cœur. Agréez, madame, l'expression de mes sentiments aussi distingués qu'affectueux. Adèle Victor Hugo. La fête, madame, c'est vous qui me la donnez. Votre lettre est une douce et généreuse joie. Je m'en pénètre, et vous connaissez mes habitudes solitaires, et ne m'en voudrez pas si je me contente aujourd'hui pour tout bonheur de votre lettre. Ce bonheur est assez grand. Trouvez bien que je reste dans l'ombre pour vous bénir tous pendant que vous faites le bien. Tendre et profond dévouement. Juliette Drouet. Bruxelles, 28 août 1868, vendredi matin. Plus je pense au triste voyage de ce soir. C'est sous la protection de ta chère âme que j'ai mis ton sommeil cette nuit, mon pauvre cher bien-aimé, en la priant d'écarter de tes rêves tous les souvenirs douloureux de la lugubre journée d'hier. J'espère qu'elle m'a entendu et que tu as bien dormi. Désormais, c'est à ce doux et glorieux témoin de ta vie en ce monde, et maintenant ta radieuse protectrice auprès de Dieu, que je demanderai pour toi la paix et le bonheur dont tu as besoin pour achever les grands travaux humanitaires auxquels tu t'es dévoué. Que Dieu la bénisse et te bénisse comme je la bénis et te bénis. Plus je pense au triste voyage de ce soir, plus je sens que je dois m'abstenir d'en faire partie. L'hommage pieux de mon cœur auprès de cette grande et généreuse femme ne doit pas s'exposer à ma lettre interprétée par des indifférents ou des malveillants. Encore ce dernier sacrifice à la malignité humaine pour avoir le droit de nous aimer ensuite à ciel ouvert. N'est-ce pas, mon cher bien-aimé? Et puis que rien jamais ne nous sépare ici-bas, ni là-haut, tel est mon vœu ardent. La maison de Victor Hugo, place des Vosges. Précoce, Victor Hugo le fut dans tous les domaines. À 13 ans, il commença ses cahiers de vers français. À 14, signait ses premières tragédies. Obtenait à 15 ans une mention au concours de l'Académie française. Percevait à 20 ans une pension royale et épousait Adèle Fouché, devenait à 23 ans chevalier de la Légion d'honneur. Rien d'étonnant dès lors que la maison de Victor Hugo, place des Vosges, devint à sa création
le 2 mars 1902. Non seulement le premier musée monographique de la ville de Paris, mais aussi la première maison littéraire. Son inauguration le 30 juin 1903 était due pour l'essentiel à la volonté et à la générosité de l'ami et co-exécuteur testamentaire de l'œuvre littéraire, Paul Meurice, 1818-1905, journaliste et écrivain, qui attestait là par l'éternité de la vénération qu'il avait toujours vouée à Victor Hugo. Le lieu avait été choisi en raison des 16 années 1832-1848, durant lequel Victor Hugo avait loué le deuxième étage de cet hôtel de Rohan-Guéméné, un appartement d'environ 280 mètres carrés, dont les balcons disparus depuis, plongés sur cette place alors dite royale. Le poète y avait signé quelques œuvres majeures. Marie Tudor, Ruy Blas, Les Burgraves, Les chants du crépuscule, Les voix intérieures, Les rayons, les ombres, et entamer Les Misérables, La légende des siècles et les contemplations. Juliette de Rouet était entrée dans sa vie pour ne plus en sortir. Tandis que Léopoldine se noyait à 19 ans, le laissant désemparé face à la cruelle injustice de la mort d'un enfant. L'appartement de la place royale fut aussi le lieu de l'ascension sociale. Hugo devient académicien, pair de France et député. L'image au début du siècle appartenait à la ville de Paris. Une école communale y avait été installée, dont la venue à terme du bail autorisait l'installation du musée, sans toutefois disposer de la surface d'habitation allouée à l'hôtel à sa construction au début du XVIIe siècle. Par Isaac Arnaud, la maison de Victor Hugo put jouir d'un espace bien plus important que celui que le poète avait occupé. Le deuxième étage devint en toute logique celui consacré à l'appartement, dont divers facteurs empêchèrent la reconstitution fidèle. Les lieux avaient connu, en plus d'un demi-siècle, quelques modifications, notamment celles liées aux besoins spécifiques de l'école. Les meubles qui garnissaient l'appartement avaient été, en 1848, d'abord déménagés aux 5 rue de l'Isly, puis aux 37 rue de la Tour d'Auvergne. Beaucoup de ceux qui ne devaient pas prendre le chemin de l'exil avaient fait l'objet d'une vente importante en juin 1852. Dès lors, il s'agissait essentiellement de restituer l'atmosphère dont Victor Hugo aimait s'entourer. Après l'antichambre où sont évoquées les années d'enfance et le lieu, les familles Hugo et Fouché, ainsi que les premières publications du jeune poète, le salon tendu de damas rouge, aux lourds doubles rideaux de soie, aux consoles de marbre et de bois doré, et aux miroirs de Venise, restituent du mieux qu'il fut possible l'ambiance bourgeoise qui présidait aux soirées dont Théodore de Banville inventait les fastes. En été, surtout, c'était ravissant. Le grand port de l'appartement restait ouvert, parfum des fleurs et des feuillages entraient par les fenêtres, et la soirée avait lieu sur la place royale, en même temps que dans les salons, car les jeunes gens allaient fumer leurs cigarettes dans les allées, autour de Louis le Chaste. À donation, Paul Meurice, plusieurs centaines de dessins de Victor Hugo, des peintures d'artistes contemporains, rendaient hommage à l'écrivain, à son œuvre, des estampes, des caricatures, des éditions, des pièces de mobilier, fut complétée. Pour l'inauguration du musée d'un ensemble ayant appartenant à Louis Coche, neveu de Juliette de Rouet, il s'agissait des panneaux du salon chinois et du mobilier aux éléments composites d'inspiration médiévale, conçus par le poète pour la salle à manger de Hauteville, Ferry,
maison qu'il avait achetée pour moitié avec Juliette Drouet à Guernesey. De leur côté, les petits-enfants, Georges et Jeanne, ceux-là même qui leur avaient inspiré, en 1877, l'art d'être grand-père, dont la jeunesse avait illuminé les vieux jours, offrait la chambre où il était mort, le 22 mai 1185, avenue d'Eylau. Cette dotation contribue d'une meilleure manière à donner une idée précise du goût pour l'ameublement qui animait Victor Hugo et qui firent dire à Eugène de Mirecourt, Victor Hugo est le premier qui nous a rendu le goût des beaux ameublements historiques. Les talents de décorateur du poète purent ainsi être évoqués, place des Vosges, dans 2 salles de l'appartement où les meubles et les panneaux ont été réinstallés de façon très convaincante. Quant à la restitution des plus fidèles de chambre mortuaire, elle constitue un témoignage unique et dit la permanence de l'attachement du poète au style médiéval et à une certaine grandiloquence décorative. Guernesey, Hauteville House. Certes, à Hauteville House, à Guernesey, maison que le poète proscrit acquit en 1856, afin de résidence et où il vécut, exilé jusqu'en 1870, que s'exprime de façon la plus éclatante son talent de décorateur. Lui-même déclaré à Viollet-le-Duc, c'est dommage que soit poète, quel architecte j'aurais fait, ou encore à l'écrivain Jules Claretie. Quand vous viendrez à Guernesey, vous verrez que j'ai manqué ma vocation. J'étais né pour être décorateur. De ces 14 années passées avec la mer pour compagne, naquirent la légende des siècles, les Misérables, William Shakespeare, les chansons des rues et des bois, les travailleurs de la mer, l'homme qui rit. Hauteville House, entièrement aménagée et décorée par le poète, fut l'objet d'une donation à la ville de Paris en 1927, année de la célébration du centenaire du romantisme, par Jeanne, sa petite-fille, et par les enfants de Georges, Jean, Marguerite et François. Restée en l'état, elle est aujourd'hui ouverte au public 6 mois par an. La ville de Paris est ainsi devenue propriétaire des 2 lieux où Victor Hugo, dont les déménagements furent nombreux, vécut le plus longtemps. Leur richesse permet de refléter la profusion et diversité de l'œuvre immense. Ces quelques 650 dessins de Hugo, conservés dans la maison de la place des Vosges, constituent le fleuron de ce fonds constamment enrichi. Ils ne doivent pas faire oublier les 9000 ouvrages de la bibliothèque riche de nombreuses éditions originales, ni les milliers de manuscrits, d'estampes et d'imprimés, les photographies du XIXe siècle, les peintures sculpturales, pièces de mobilier, costumes présentés par roulement et par thème au premier étage de la maison où ont également lieu les expositions temporaires. À l'aube du 3e millénaire d'une Europe dont Victor Hugo, parmi les premiers, s'était fait défenseur au nom de la liberté, l'essentiel de notre mission sera d'œuvrer au rayonnement d'une figure devenue mythique, toujours tournée vers l'avenir et dont le récurrent actualité dit les défectibles modernités. Temps futur, vision sublime, les peuples sont hors de l'abîme. Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle, demain tu seras le soleil. Alors, ça a été un peu long, la dernière partie, mais j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez marquer des j'aime, que vous allez vous abonner et que cette année, j'aurai plein d'abonnements et des j'aime de votre part. Mais malgré tout, je continuerai toujours à vous lire. Là, j'ai voulu vous lire « Et s'il en restait qu'un » de Victor Hugo.
un poète magnifique qui a fait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de talent. Je vous remercie d'avoir été patient et j'espère que vous allez l'écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.